Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Eh bien aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi Jocelyn Morisson, que beaucoup connaissent parce que je l'ai interviewé déjà depuis 14 ans, pas mal de fois, Jocelyn. Alors Oui, Jocelyn, bonjour Sylviane. bonjour. Bonjour Sylviane, bonjour à tous. Alors vous êtes auteur ou co-auteur, je mettrai les liens parce que comme je le disais, je vous ai interviewé très souvent. Vous êtes aussi traducteur, c'est vous qui traduisez entre autres je crois que c'est Eben Alexander, et puis le docteur Moody, le fameux docteur Moody. Et depuis 2020, vous avez une troisième casquette, si j'ose dire. Vous avez de nombreuses casquettes. Et la troisième, c'est rédacteur en chef d'une revue extrêmement sensationnelle qui s'appelle Native. Alors j'espère qu'on la voit bien, parce que là, le soleil arrive. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Vous voyez bien? On la Oui, il voit y a un bien? petit effet, il y a un petit effet de flou, hein, mais c'est pas grave. Ben oui, parce que mais je mettrai les photos sur mon article. Alors voilà, ben oui, c'est à cause du soleil qui m'arrive en pleine figure. Non, je pense que c'est le réglage de zoom, mais c'est pas gênant. Mais ouais, non, c'est pas un problème. Bon, on voit bien Native. Bon, je mets un autre, il est plus foncé. Voilà. Bon, enfin bref. Alors, Native, donc des peuples, des racines. Donc, cette revue, j'ai deux questions de prime abord à vous poser. D'abord, comment vous en êtes arrivé? D'abord, il faut être culotté, je trouve, pour créer une revue, un magazine écrit, alors que la presse écrite agonise, on peut le dire. Et d'un, et de deux, sur un sujet qui n'est quand même pas, c'est pas l'information comme on peut la lire, c'est un sujet vraiment extrêmement pointu. Alors, comment vous vous êtes lancé dans cette aventure? Parce que je crois que c'est une aventure, et le pourquoi de la revue, alors. Eh bien, la revue, elle est née en fait de l'initiative d'un petit groupe d'amis à Toulouse, en région toulousaine, dont plusieurs avaient déjà une expérience auprès des peuples autochtones parce qu'ils avaient été activistes ou même présidents d'associations. Par exemple, notre directeur de la publication, Jean-Pierre Chaumeton, il a été secrétaire, trésorier et président de l'association Chendukwa, qui aide les Indiens Kogi de Colombie à récupérer leurs terres. Donc il y a plusieurs associations comme ça. Notre directeur artistique, Didier Hillard, il est aujourd'hui président de l'association Navarro France, qui aide les Indiens, donc Navarro aux États-Unis. Enfin voilà, donc il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà pris des fonctions dans différentes associations et qui étaient proches des peuples racines, des peuples autochtones, de manière générale, s'intéressaient à ce sujet-là. On a notre rédactrice en chef adjointe aujourd'hui, donc à l'époque, elle travaillait pour le magazine Kaizen, donc maintenant, elle est rédactrice en chef adjointe pour Native, donc c'est Sabah Rahmani, qui elle est anthropologue en plus, donc elle a une vraie formation Ah oui. universitaire dans ce domaine-là, et qui elle du coup a écrit il y a quelques années un livre plaidoyer pour les peuples racines, donc où elle parle de beaucoup d'autochtones dans différents pays, aussi bien en Afrique, en Amérique latine que ailleurs. Donc voilà, il y a eu cette réunion de personnes. Et moi, on est venu me chercher parce que j'étais déjà ami avec Jean-Pierre Chaumeton à l'époque et ils avaient besoin d'un journaliste pour superviser un peu tout ça. Et moi, je m'intéressais indirectement en fait au peuple autochtone parce que, comme vous le savez, je m'intéressais beaucoup aux états modifiés de conscience Oui. et la transe. En fait, dans beaucoup de pratiques chamaniques chez ces peuples-là, ça fait partie des états modifiés de conscience. Et donc moi, j'avais un intérêt pour certaines populations qui pratiquaient la transe avec des substances psychédéliques ou pas, hein, parce que la Oui. transe, ça peut s'induire aussi par la danse et par d'autres techniques, des techniques de respiration, par exemple. C'est pas uniquement en prenant des substances, mais je m'intéressais à tout ça aussi. Et donc, voilà, j'avais cet intérêt pour ça, sans formation en sciences humaines ou en anthropologie, j'étais un petit peu ignorant de beaucoup de choses, hein. Et depuis 2020, j'ai appris à Ah oui. chaque numéro, j'apprends énormément. En revanche, ce que j'apportais, moi, effectivement, c'était une expérience de journaliste et un peu une connaissance de comment on fabrique un magazine, disons. Et Oui. donc, on s'est lancé tous comme ça, un petit peu comme une aventure, comme vous avez dit, avec peu de moyens, beaucoup de bonne volonté. Et on a vite rassemblé en fait un réseau autour de nous de gens qui avaient soit une compétence pour écrire en tant que rédacteur, journaliste, ou bien auteur de livres, ou bien des gens qui étaient simplement des écrivains, des voyageurs,
qui savaient quand même raconter quelque chose. Après, c'est des textes, bien sûr, qui sont retravaillés hein, pour qu'il y ait une espèce d'harmonisation de tout ça. Mais il y avait beaucoup de gens qui, autour de nous, finalement, se sont proposés de nous raconter des histoires, de nous proposer donc des articles. Et puis, bien sûr, certains avaient aussi des photos. Ça, c'est hyper important parce que c'est très visuel hein, Ah comme oui, sujet. oui, 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 oui. Et donc, il y avait des photographes professionnels dans le lot ou des photographes complètement amateurs. Et voilà, et donc on a aussi de la vraie photographie professionnelle dans le lot, ce qui fait que la revue a vite eu une qualité Ouais. très pro, en fait, bien qu'on était tous dans une démarche très amateur au départ, puisqu'on a très peu de moyens. Hein. Donc la revue, elle n'a pas été diffusée en kiosque dès le départ. On n'avait pas les moyens parce que c'est une autre économie. Et donc on a créé un site internet pour qu'on puisse acheter la revue à partir de notre site internet. Donc la revue sort tous les 3 mois. On peut la commander à l'unité ou on peut s'abonner bien sûr. Et puis On on peut peut faire la des dons lire aussi, hein. en papier ou en numérique. Oui. On peut faire des dons aussi, hein. Alors voilà, donc on a aussi mis en place sur le site internet, donc revue-native.com, des possibilités de nous aider d'autres manières, avec des dons défiscalisés, ce genre de choses. Et il y a effectivement la presse, de toute façon, papier aujourd'hui fonctionne beaucoup avec du mécénat, hein, il ne faut pas Oui. rêver. Les abonnés, ça ne suffit pas. Les achats au numéro non plus. Mais il faut dire que quand même, à partir du prochain numéro, là, qui sort ce mois-ci, on va être en librairie. Donc pour les Ah gens oui, qui ça sont c'est en une bonne France, nouvelle. Oui, voilà, les gens qui sont en France pourront trouver la revue chez leur libraire. Ils oui. pourront la commander en tout cas chez leur libraire, mais ça va être diffusé comme le réseau livre finalement. Alors, L'économie en kiosque, c'est autre chose, hein, c'est ah, complètement différent. dans les kiosques, on ne les trouvera pas, mais dans les librairies, on Non. pourra les. Oui, c'est Non. comme les livres. Alors, vous avez parlé, Jocelyn, des photos. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aussi frappé, hein. C'est une qualité. Alors, sur le fond et sur la forme, c'est vraiment comment dire, une revue, un magazine vraiment exceptionnel. Alors, l'autre question, parce que, alors, il y a deux choses. Alors ouais, je vous ai pas complètement répondu Oui, voilà, c'est sur le ça. point de départ, parce qu'en fait l'idée de Jean-Pierre et sur laquelle on était tous d'accord, c'est qu'il y avait une espèce d'actualité autour de ces peuples-là, parce que Oui, nous, civilisation moderne entre guillemets, on est perdu quand même dans des réflexions sur notre relation à la nature, et on est dans une démarche d'exploitation et de destruction des ressources naturelles et qui fait que ces peuples-là avaient en fait des leçons, entre guillemets, à nous donner sur la façon de vivre en harmonie avec la nature. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une forme d'idéalisation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous de redevenir tous chasseurs-cueilleurs ou vivre selon leur mode de vie à eux, oui. d'autant qu'il y a des modes de vie très différents chez ces peuples-là. Hein. Ça représente presque 500 millions de personnes sur la planète, et il y a des modes de vie archaïques, on peut dire. Il y a même des peuples qui sont non contactés, hein, qui vivent comme au Paléolithique. Hein. Et puis, il y a Ah oui, des mais on gens les qui... connaît? Voilà, oui, oui, on les connaît. On essaye de pas trop les perturber parce qu'il y en a qui veulent pas simplement avoir de contact avec la modernité. Hein. En Indonésie, en Amazonie aussi. Et on a identifié et on continue à découvrir des tribus comme ça qui sont complètement isolées dans des forêts hein, très profondes. Alors, ils sont de moins en moins isolés forcément Ah, puisqu'forcément. on détruit, on détruit leurs habitats. Oui. Mais il y en a encore hein, qui sont non contactés. Ce sont des peuples qui sont dits non contactés, dont certains connaissent notre existence et d'autres la connaissent même pas, disons. Hein. Ils savent même pas qu'on existe, quoi. Et donc, il y a des gens qui sont dans une vie tout à fait moderne, comme vous et moi, avec des ordinateurs et des téléphones portables, si vous voulez. Et donc, il y a une disparité Ah oui. énorme de modes de vivre chez des gens qui se revendiquent d'une appartenance à un peuple autochtone. Donc, on pourra dire un peu quels sont les critères, mais c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et donc, nous, il nous semblait intéressant de leur donner la parole et puis de privilégier une forme de dialogue avec eux, donc sans les idéaliser. Et Oui. puis, pour essayer de voir si simplement, c'est simplement pour glorifier un peu la diversité aussi de la vie humaine sur Terre, et puis voir effectivement dans quelle mesure leur sagesse, leur philosophie, et en particulier aussi leur spiritualité, Oui. finalement, pouvaient avoir une forme d'intérêt pour nous moderne, quoi. Il s'avère qu'à chaque numéro, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a des leçons de sagesse Ah oui, très, très ça, oui, oui, profondes oui, oui, là-dedans. Ils oui. sont beaucoup plus spirituellement et écologiquement du coup profonds qu'on peut le penser, hein, parce que l'écologie, la spiritualité, pour eux, ça forme une seule et même chose. Il n'y a pas de différence. Hein.
Donc voilà, comme souvent il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de culture écrite chez beaucoup de ces peuples-là, on les sous-estime beaucoup en termes de profondeur de leur réflexion et de leur vision du monde. Et quand on creuse ça avec des gens qui savent le faire, des anthropologues ou des ethnologues, on s'aperçoit qu'il y a une grande, grande richesse chez ces peuples. Oui, justement, puisque moi j'ai été touchée récemment par un deuil, j'ai vu en Afrique, au Sénégal, justement, cette tribu. Enfin, ils viennent tous honorer les morts, et c'est vrai que dans notre civilisation occidentale, maintenant, la mort est complètement mise de côté, alors que eux, non, ils fêtent, et puis c'est vraiment, moi j'ai été passionnée. Alors justement, en parlant de passion, la différence qu'il y a, donc je remonte, hein, j'espère qu'on la voit un peu mieux pour le coup là. Je pense Ouais, qu'il ça faut que vous va. le mettiez carrément contre la caméra, Ah, contre à la la place de caméra. votre visage. Non, à la place de votre visage. Ah, d'accord. Voilà. Comme ça? C'est bien Ouais, comme ça? ouais. Parce il y a un réglage sur Zoom qui fait que le fond est flou. Ah, bah moi Donc j'ai rien réglé vous, du vous êtes tout. net, mais le fond est flou. Ben moi j'ai rien réglé du tout. Vous C'est savez pas que grave. je C'est suis pas vraiment grave. une bille J'ai essayé pendant un quart d'heure, c'est à cause du soleil qui arrive là en plein là. Ça Donc peut être il y a ça des aussi, trucs. ouais. Alors oui, alors je disais, parce que bon, il y a beaucoup de revues ou de magazines qui parlent des peuples premiers. On va revenir à la dénomination, c'est quoi un peuple premier? Mais moi, ce que j'ai trouvé dans les revues que j'ai, enfin les numéros que j'ai, c'est la passion. Les gens qui font ces interviews, qui parlent, c'est la différence entre certaines revues que je ne nommerai pas, dont une très très célèbre américaine. C'est c'est pas clinique, c'est la passion. On sent qu'ils sont engagés. Alors quand je dis engagés, c'est vraiment ils aiment ce qu'ils font, ils sont passionnés. Hein, c'est pas voilà, on décrit un peuple avec ses coutumes, etc. Non, on sent qu'il y a un dialogue vraiment, et puis c'est donnant-donnant. Enfin, je veux dire, ou c'est gagnant-gagnant. J'aime mieux l'expression gagnant-gagnant. Hein, enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, mais moi, c'est ce que j'ai Non, bien ressenti. sûr, l'idée, la volonté, ouais, la volonté de départ, c'était de leur donner la parole le plus possible Oui, directement. Alors bien sûr, tous ne sont pas en capacité ou en position de s'exprimer, mais ceux qui peuvent le faire auprès de reporters, auprès de journalistes, auprès d'écrivains, voyageurs, auprès d'ethnologues, anthropologues, etc., eh bien, on essaie de répercuter directement leurs paroles. Et puis, il y a ceux qui parlent d'eux parce qu'ils sont habilités à le faire. Simplement en tant que être humain, encore une fois, simple voyageur passionné, ou en tant que spécialiste, effectivement, en sciences humaines, etc., en tant qu'universitaire. Donc il y a différents regards, différents points de vue, mais tous ceux qui sont en capacité de prendre la parole directement, avec bien sûr tout le travail de traduction qu'on va devoir faire derrière, etc., d'adaptation, eh bien on essaie de privilégier ça parce que c'est là où il y a justement le plus de force aussi dans leurs mots à eux. Et oui, d'ailleurs, oui, dans le prochain numéro, il y a beaucoup de paroles. On a mis des pages entières de paroles de différents peuples. Il y a 7 peuples qui sont mis à l'honneur dans le prochain numéro. On va en parler parce que c'est un numéro spécial. Et donc, il y a des doubles pages pour chaque peuple de mots qui sont des phrases à eux et qui nous permettent de bien comprendre aussi quelle est leur situation, quels sont les défis auxquels ils font face. Parce qu'on ne l'a pas oui. dit, mais la plupart de ces peuples-là sont quand même en grand danger En extinction? d'extinction de leur culture, parfois de leur peuple, hein, parce que il y Oui, a certains peuples qui sont réduits à peau de chagrin, hein. oui, On voit en Amazonie notamment, hein, il y a eu des peuples qui se sont éteints parce que le dernier locuteur, donc la dernière personne qui parlait la langue est décédé, quoi, hein. Donc il y a des cultures entières qui s'éteignent, hein. En Afrique aussi, il y en a qui sont menacés comme ça, donc c'est très difficile parce que pour les hommes, pour les gens qui sont dans la modernité, ce sont des peuples qui de toute façon appartiennent au passé et qui n'ont pas d'intérêt. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce de mépris, il y a une condescendance. Et oui, puis, c'est ça. et Oui. puis voilà, on considère que c'est comme des espèces animales en disparition, ça n'a pas plus d'importance que ça. Or, voilà, c'est un petit peu différent quand même. Alors, Et oui, ouais. oui, oui, parce que vous avez dit 500 millions, il y a quand même 500 millions de personnes. Alors, officiellement, c'est 476 millions de Oui, personnes qui se revendiquent d'une appartenance autochtone, avec aussi des métissages, etc., hein, mais effectivement, ça fait quand même beaucoup. Ça fait 5000 communautés sur la surface de la planète. Et ce qui est intéressant, c'est que par leur mode de vie, par leur lieu de vie, en fait, ces peuples, ils protègent 80% de la biodiversité mondiale. Donc ça, on se rend pas compte. Ils occupent 20% de la surface, des surfaces habitées sur la Terre, mais ils protègent 80% de la biodiversité.
Et Comment eux, ça? eh bien parce que justement, ils vivent dans des zones qui sont beaucoup des zones où il y a une biodiversité extrêmement riche. Et leur mode de vie consiste à faire uniquement du prélèvement. Certains sont encore chasseurs-cueilleurs, effectivement. D'autres font aussi de l'élevage ou de la culture, hein. Et bien, ils sont pas tous chasseurs-cueilleurs. Mais du coup, ils savent utiliser ces ressources-là sans les détruire, C'est contrairement ça. à nous. Contrairement à Oui. nous, avec nos modes de vie modernes, ils savent utiliser les ressources en leur permettant comment on dit, de se renouveler et d'une manière durable. Donc pour eux, des concepts comme, ne serait-ce que le concept de nature, ça n'existe pas. Pour eux, c'est là où ils vivent, tout simplement. Donc ils opposent pas la nature et la culture et les zones urbaines, etc. La nature, c'est là, c'est le monde en fait. Et puis la notion de développement durable ou ce genre de choses, ça fait complètement partie de leur mode de vie de manière naturelle aussi, quoi. Mais ils se posent pas la question. Eux. Se pose pas du tout la question, parce que forcément, pour eux, c'est une question de survie, de toute Oui. façon, hein. Il y a cette volonté, effectivement, de ne pas avoir voulu entrer, pour beaucoup, dans la modernité, dans l'industrialisation, dans la transformation de la matière, parce qu'eux aussi, ils sont animistes, c'est-à-dire que pour eux, tout est sacré et tout est habité d'un esprit. Donc la matière inerte, aussi comme le métal, la pierre, etc., ce sont des choses qui ont un esprit, et du coup, ils ne sont pas entrés dans cette vision du monde où il fallait transformer les choses et du coup, il n'y a pas eu cette industrialisation dans laquelle les peuples d'Occident notamment sont entrés. Donc il y a toute une réflexion anthropologique vachement intéressante là-dessus par Oui. rapport au fait que pour eux, c'est sacré, en fait, toute cette matière-là, elle est sacrée, inerte comme vivante. Pour eux, il n'y a pas de différence, en fait. La pierre, l'eau, le bois qui est vivant, les plantes et les animaux, tout ça, c'est sacré parce que c'est habité d'un esprit. C'est C'est ça habité d'un l'animisme. esprit, C'est d'accord. ça l'animisme. Voilà, il y a une âme ou un esprit Oui. dans chaque chose. Donc, des lieux ont un esprit, les forêts ont un esprit, les rivières, les montagnes, les lacs, bien sûr, et donc tout ce qui est vivant, a fortiori, a un esprit, donc les plantes, les animaux et les êtres humains. Mais ils ne font pas de rupture entre ce Oui. qui est de la matière inerte et ce qui est de la matière vivante. Tout ça est animé d'un esprit. Donc là aussi, c'est intéressant comme réflexion. Oui, 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 c'est intéressant. Alors, je voudrais quand même pour les personnes, parce que il faut dire aussi, c'est important, parce que vous avez parlé d'universitaires, et je ne voudrais pas que les gens pensent, enfin, les personnes qui vont voir cette vidéo pensent que Native, alors je la mets bien devant moi, que Native, j'en mets un autre, on va toujours mettre le même, que Native est uniquement destiné aux personnes Non, très cultivées et tout ça. Non, justement, au moi, c'est contraire. ce que c'est pas du tout ça. C'est vraiment une conversation. Il est animé, votre magazine. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression de lire quelque chose justement d'universitaire, un peu, quand même un peu enquiquinant, hein, faut le dire, excusez-moi, hein, mais Non, non, c'est souvent. une revue grand public, hein. C'est une revue pour le grand public, bien sûr, hein, pour des Oui, gens mais qui bien s'intéressent, faite. C'est pas n'importe quoi. Je veux dire, bien c'est sûr. pas voilà, c'est une revue grand public à la portée de tous, mais on apprend énormément de choses. Alors, la première chose, je voudrais vous demander pour les personnes qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que les peuples, qu'est-ce qu'on appelle peuple premier, autochtone, aborigène? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on fait la Oui, différence? il y a des nuances un peu subtiles, mais autochtone, ça veut dire de la terre même. Mhm. Aborigène, ça veut dire depuis l'origine. Mhm. Donc, c'est un peu la même idée. Ce sont des peuples où il y a indigène aussi, mais indigène a pris une tournure un petit Oui. peu péjorative Péjorative, oui, en péjorative. France, mais c'est quand même le terme qui est utilisé en anglais, indigenous, donc ça revient quand même un petit peu en usage aussi en France. Ce sont des peuples qui ont conservé des lieux de vie et des modes de vie pour la plupart, donc, qui remontent à des siècles, voire des millénaires en arrière, hein. Les aborigènes d'Australie, c'est plus de 40 000 ans, 50 000 ans, hein, leur histoire, hein. Donc, ça remonte à ce que nous, on appelle la préhistoire, quoi. Et Oui, finalement, c'est pour ça que pour certaines personnes, ce sont des peuples qui appartiennent au passé. Mais non, ils sont là aujourd'hui, ils font partie du monde d'aujourd'hui, ils font partie du présent. Et ils font partie du futur, justement parce qu'ils sont porteurs de solutions. Par exemple, les aborigènes d'Australie, ils ont été consultés en Australie par les autorités australiennes pour la gestion des feux. ah oui, 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 L'Australie j'ai a vu. été Oui, confrontée à d'énormes feux de oui, forêt il y a ces dernières années et on a consulté les sages aborigènes parce qu'ils ont des techniques de débroussaillage et de prévention des feux qui ont fait leurs preuves depuis des siècles, encore une fois. Et donc voilà, ce sont des peuples qui sont porteurs de cette sagesse-là. Donc la plupart ont souffert de colonisation. Donc oui, certains ne sont plus sur leur terre d'origine justement parce qu'ils ont été déplacés. Ils ont été colonisés. On pense bien sûr aux Indiens d'Amérique en oui, particulier
qui ont été parqués dans des réserves. Donc il y a toute une histoire propre à l'Amérique du Nord, donc États-Unis et Et Canada, Canada, oui, et qui Canada. est absolument dramatique. Dans une moindre mesure, c'est le cas aussi en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Donc ce sont des peuples qui survivent tant bien que mal avec leur mode de vie, avec des croyances aussi, des visions du monde, ce qu'on appelle aussi des cosmogonies, c'est-à-dire des récits de la création du monde, qui sont restés inchangés depuis des siècles, quoi. Et voilà, donc c'est ça un peu les critères essentiels pour définir ce que c'est qu'un peuple autochtone. Et donc, il y a aussi quand même eu des échanges, il y a eu des métissages, et puis il y a eu des échanges aussi avec avec des Occidentaux, et notamment au Canada, on parle des métis. Les métis sont considérés comme des autochtones, mais bien sûr, il y a eu des mélanges avec les colons, etc., hein. Donc, c'est pas non plus uniquement des tribus qui sont restées à faire des enfants entre eux, quoi, Oui, oui. comme on pourrait l'imaginer. Et donc, il y a des aspects de variabilité génétique aussi, etc., qui sont pris en compte. Mais voilà un peu comment on définit ces peuples-là. Et effectivement, près de 500 millions de personnes, 5000 communautés sur la planète, c'est quand même pas négligeable. C'est quand même, ça Oui, représente beaucoup de monde. Et beaucoup aujourd'hui utilisent justement les outils de la modernité pour communiquer sur leur situation, parce qu'ils voient bien aussi que c'est important de se référer à leur identité, à leurs valeurs, dans un monde qui est globalisant et qui a tendance à vouloir écraser un petit peu toutes les oui, identités. Et c'est la même chose qu'on voit chez nous avec des gens qui se revendiquent comme étant bretons ou basques ou oui. corses. Je Ou veux dire, Corse, oui, tout et à fait, d'ailleurs, on oui. en parle aussi. On en parle Oui, aussi dans la revue. C'est-à-dire que on parle, c'est pour ça qu'on a appelé ça native des peuples, des racines. On parle aussi de nos racines, à nous, peuples d'Europe, d'Occident, de France. Et nous, on est favorable aux langues régionales, par exemple, tout sans être non plus dans une démarche revendicative en disant, voilà, l'État français, c'est pas normal. Mais vous savez, c'est quand même important parce que la France a colonisé des populations en Polynésie et dans les Caraïbes. oui. Et la France ne reconnaît pas en fait ces peuples autochtones, ses propres peuples autochtones qui appartiennent à l'État français ne sont pas reconnus au nom de valeurs qui pourraient sembler nobles, qui sont les valeurs de la République, c'est-à-dire qu'on est tous pareils. Mais, Ah non, mais au nom de cette universalité, il y a une uniformisation en fait qui nie les particularités et notamment les particularités régionales. C'est oui, pour ça que l'État français, l'éducation nationale, n'est pas favorable à l'enseignement des langues régionales, comme le oui. breton, comme le basque ou le corse, etc., que c'est très compliqué. Mais pour la même raison, les autochtones de Polynésie, par exemple de Tahiti ou des îles Marquises et tout ça, ou ceux de Guyane, Oui. hein, eh ben, ne sont pas reconnus non plus dans leurs droits et leur identité. C'est extrêmement compliqué pour eux de continuer à exister avec leur identité de peuple autochtone d'origine, alors qu'ils ont été justement colonisés et pour la plupart décimés Décimé, oui. au cours de l'histoire. Donc vous voyez que C'est c'est quand quand même même un comble. important. Donc ces notions d'identité, elles sont importantes pour nous. Et nous, on n'est pas dans une démarche revendicative, identitaire non plus. On est une revue progressiste, on croit au progrès, mais on croit à un progrès aussi qui reconnaît ces identités-là et qui reconnaît la richesse de cette multiplicité de points de vue sur le monde. Et qui souhaite privilégier ce dialogue, ces échanges entre ces différentes cultures, entre ces différentes identités. Alors, justement, ça amène ma prochaine question. Comment trouvez-vous le sujet de votre revue trimestrielle? Parce qu'elle est trimestrielle, hein. Alors, des fois, là, c'est dossier, signes et langue. Là, c'était celle que j'ai. Mythologie, fabuleuse, hein, aussi. Mythologie, cosmogonie, astrologie. Et puis celle-là que j'ai. Alors, naître, mourir, renaître. Comment trouvez-vous qu'il y a un consensus ou comment ça se passe? Eh ben oui, il y a une petite équipe, donc on fait ce qu'on appelle un comité de rédaction, donc avec le noyau dur de l'équipe, Oui, pour décider des dossiers, en fait, des prochains dossiers, et puis on en décide autant que possible, trois ou quatre à l'avance, ce qui fait que ça prend, ça part du sur temps. une année d'avance, hein, Oui, puisqu'on a quatre numéros par an. Et du coup, effectivement, il y avait un dossier sur le féminin, qui nous semblait, c'est les thèmes qui nous semblent importants dans la société d'aujourd'hui, et puis on a fait un dossier sur l'eau.
Et puis, on a fait un dossier, comme vous l'avez dit, sur les mythologies, puis un autre sur les chamanismes, qu'on a appelé les Oui, sagesses oui, ancestrales, parce qu'on sait que ça passionne aussi les lecteurs. Et puis, effectivement, les langues, oui, parce que chaque culture va avec une langue aussi, c'est oui, 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 intéressant, oui, hein. c'est passionnant aussi, oui, Et franchement. donc voilà, donc on propose un thème à chaque fois, et puis quand on communique autour de ce thème dans notre réseau, disons, et ben il y a des gens qui nous proposent des articles sur ces thèmes-là, en disant ah bah Oui. oui, bah tiens, par exemple, moi j'étais en Australie et j'ai rencontré des gens qui font revivre la culture aborigène dans tel ou tel contexte, etc. Et du coup, ça fait un article sur telle langue. Parce que chez les aborigènes d'Australie, il y a aussi beaucoup de sous-cultures, hein, enfin de Ah sous-cultures, oui? pas au Ah oui, sens c'est pas péjoratif. unifié, quoi. Faut Non, dire que non, c'est c'est pas une énorme, ville, il y a l'Australie, plusieurs hein. peuples. Il y a plusieurs Ouais, peuples, en fait, hein. Donc, chacun avec sa langue et avec ses particularités aussi. Et donc, voilà, donc des collaborateurs, des contributeurs divers et variés, journalistes ou non, nous proposent des articles sur ces thématiques-là. Et ce qui fait qu'on a un dossier qui prend une bonne moitié du numéro en général sur la thématique oui, du dossier. Et puis après, on a d'autres articles qui sont pas forcément sur la même thématique, du coup, qui nous permettent de parler oui, d'autres choses. On a des pages d'actualité, des brèves au début, comme un peu tous les grands magazines, quoi. On prend ce modèle sur des magazines qui nous plaisent aussi, comme Inexploré ou d'autres. Et à la fin, on a aussi des pages culture avec des livres et des films à oui, voir, etc. Des expos, bien sûr, il y a beaucoup d'expos qui sont très intéressantes sur ces sujets-là aussi. Il y a une espèce de retour d'intérêt en fait pour ces questions. On le voit avec le succès des expos au musée du Quai Branly à Paris notamment. Plein d'expositions. Il y a eu une exposition récemment sur justement le chamanisme d'Amazonie et l'ayahuasca, cette fameuse substance oui, chamanique donc utilisée plusieurs peuples d'Amazonie. Et ça a été un immense succès. Donc il y a un vrai regain d'intérêt oui, 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 pour ces questions-là, pour ces peuples-là, et voilà, aussi dans nos anciennes colonies d'Afrique aussi, par exemple. Donc on a toute une histoire, nous aussi, peuple de France, liée à tout ça. Et comme je l'ai dit, donc parfois on consacre un article au peuple basque ou au breton ou à d'autres. Et on parle aussi parfois on a une rubrique qui s'appelle Nos racines à nous, donc Nos racines. Et on peut très bien parler d'un druide, on oui, peut parler de quelqu'un qui est un sourcier, vous voyez, ou alors qui est coupeur de feu, ou des gens comme ça. Donc c'est parce que tout un tas de pratiques comme ça, qui font partie de la vie quotidienne en fait de ces peuples animistes, eh bien elles étaient aussi dans dans notre notre vie à culture. nous. Voilà, ça Oui, faisait partie de oui, notre culture il y a oui, quelques générations et c'est plus ou moins disparu ou c'est plus ou moins confidentiel, mais oui. on a encore des femmes qui sont entre guillemets des sorcières, on a des gens qui sont des rebouteux de campagne, etc. Ah Et oui, les donc rebouteux, oui, les rebouteux. ouais, donc tout ça, c'est aussi un regard animiste justement sur le monde, hein. C'est aussi considérer Oui, que voilà, la matière, elle est animée d'une forme d'esprit avec lequel on peut entrer en relation. C'est une vision spirituelle des choses, donc on essaye aussi de parler de ça, de ce qui se passe aussi chez nous, et puis voilà. Et puis il y a beaucoup d'autochtones qui viennent aussi en Europe et en France en particulier pour parler de leurs combats, de leurs difficultés. Et donc, à chaque fois qu'on peut, on essaie de les rencontrer. Et du coup, on a des parrains, marraines sur oui. tous les continents qui, notamment, là, on a une marraine du Brésil, d'un peuple autochtone du Brésil qui est venu avec son fils qui est chaman et ils viennent parler de leurs difficultés et le combat qu'ils ont mené, et les difficultés qu'ils avaient sous la présidence de Bolsonaro Ah oui, et la présidence de Lula, c'est mieux, mais c'est pas encore complètement ça non plus parce qu'il y a une pression énorme des exploitants forestiers, des gens qui veulent exploiter leur sol et leur sous-sol etc. Et qui du coup sont prêts à les exterminer pour ça, hein, parce que c'est oui, la marche en avant du capitalisme quand même. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, il y a des messages. On a aussi un peuple autochtone. J'enchaîne les idées, mais on a une marraine d'Europe parce qu'on a un peuple autochtone en Europe qui s'appelle les Samis d'Europe du Nord, qui oui. sont, c'est ce qu'on appelle la Laponie en fait, mais c'est un faux terme. Le vrai terme, c'est le peuple Sami. Et le peuple Sami, il est à cheval sur la Norvège, la Finlande et la Suède. Et donc, il y a des sous-ensembles aussi, mais c'est le dernier, on considère que c'est le dernier peuple autochtone d'Europe. Et donc, D'Europe? on a une marraine Sami qui est venue aussi en France faire une tournée, faire des conférences, faire des soins. Elle est chamane, elle aussi. Et donc, c'est complètement inattendu. Peu de gens savent que voilà, qu'on a un Ah peuple oui. autochtone encore sur le territoire européen. Donc, on a une marraine qui vient de ce peuple-là.
Oui, ça paraît incroyable en Europe d'avoir encore Ouais, le peuple premier. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est ça. hein. Alors, je voudrais qu'on parle du dernier numéro, qui est un numéro double, hein, qui vous est très cher. Alors, est-ce que vous pouvez nous Oui, parler alors de ce numéro? ce qui s'est passé, c'est que on a rencontré donc quelqu'un qui s'appelle Franck Desplanques, qui est le rédacteur en chef de l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Oui, Et Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est une émission de télé qui a déjà qui a 20 ans, donc il va fêter ses 20 ans. Et cette émission, donc, elle emmène, comme vous le savez tous, là, je pense, elle emmène une vedette, entre oui, guillemets, sur un territoire très lointain. Et donc, la personne qui part là-bas, la personne qui est souvent une vedette de la chanson, du cinéma ou d'autre chose, elle ne sait pas où elle va et elle débarque donc au milieu d'un peuple comme ça, un peuple autochtone. Et puis elle passe un certain temps, en tout c'est une semaine sur place ou un truc comme ça. Et puis ça donne 2 heures d'émission d'une rencontre complètement inattendue et souvent très très émouvante, et avec beaucoup d'émissions qui ont marqué les esprits parce que les personnes se retrouvaient voilà au cœur d'une tribu d'Afrique qui était confrontée à des difficultés énormes, ne serait-ce que pour avoir de l'eau ou des choses comme ça. Le dernier épisode a été diffusé là il y a quelques jours, hein, avec donc un acteur qui s'appelle Tomer Sisley, chez un peuple qui s'appelle les Dolpopa du Népal. Donc c'est tout à fait en altitude, ils vivent à je sais plus 4 000 mètres, c'est un truc de fou. Et on voyait leurs difficultés à eux avant l'hiver de faire des récoltes, etc., de s'occuper de leurs troupeaux et puis voilà, de préparer l'hiver qui est très très froid comme on l'imagine, etc. Et donc, cette émission-là, elle a marqué les esprits et nous, on est devenus donc proches de son rédacteur en chef, en fait, Franck Desplan, qui est à la base un photographe et qui, lui, a fait des voyages extraordinaires donc pour l'émission, mais aussi en dehors de l'émission et il a gardé des liens avec tous les peuples qu'il a visités. Et lui, quand il travaille sur l'émission, pour le coup, il part 3 semaines avant et il reste longtemps après. Enfin, il passe beaucoup plus de temps que l'équipe de tournage proprement dite, quoi, parce qu'il prépare oui, tout le tournage. Donc, il noue tous les liens avec les gens sur place. Il voit qui va prendre la parole, qui souhaite prendre la parole. Il se met d'accord avec les autorités locales pour savoir qu'est-ce qu'on peut filmer, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer, etc. Vous voyez, c'est tout un travail quand même très, très fin. Et donc, Franck, il a cette expertise-là, et on l'avait déjà eu dans le magazine, il nous avait proposé déjà des reportages photos, hein, donc on l'avait déjà diffusé, ces images. Et là, on fait un numéro spécial, en fait, autour d'une expo qu'on monte avec lui et qu'on parraine, en fait, aussi, qui est une expo de ces images consacrée à 7 peuples emblématiques. Il y a 2 peuples d'Afrique, il y a les Nénètes de Sibérie, donc un peuple du grand froid, il y a les Inuits du Groenland, vous voyez aussi, un peuple d'Indonésie qui sont les Mentawai, qu'on appelle les hommes-fleurs, donc au plein cœur de l'Indonésie. Donc voilà, il y a 7 peuples emblématiques comme ça. Je les ai, les Turkana donc d'Afrique, les Mentawai, les Suri, les Afars, ça c'est l'Afrique aussi profonde. Voilà, donc c'est assez extraordinaire en fait. Et l'expo va être une expo itinérante, donc, on a plusieurs lieux en France déjà qui ont accepté de la proposer. Donc, c'est une expo photo avec bien sûr du texte pour expliquer les contextes. Et c'est des photos qu'il a faites en marge des tournages des émissions ou bien complètement en dehors, à part. Et qui rendent hommage. L'exposition s'appelle Hommage. Et oui. donc, l'expo rend hommage à ces peuples-là, à leur résilience, à leur combat, etc. Et donc, le numéro spécial qu'on sort là, qui vient d'être imprimé, qui va arriver chez les abonnés d'un jour à l'autre, donc mi-décembre là, eh bien, le numéro consiste, en fait, c'est un peu le catalogue d'expo, on peut dire, parce qu'il y a toutes les photos dedans, commentées, bien sûr, légendées, etc. Mais il y a aussi tout le contexte de leur fabrication, c'est-à-dire, on a interviewé, en plus de montrer simplement les photos, on a interviewé des gens qui sont des experts des peuples en question, Ah qui oui. connaissent ces peuples-là, qui ont vécu avec eux ou qui vivent avec eux. On donne la parole, donc, comme je l'ai dit, directement à ces gens-là aussi. Donc, ça, c'est des paroles que Franck a recueillies sur place. Donc, il donne la parole à chaque fois. Il y a une double page avec des mots des gens qu'on voit en photo. Et puis, donc, on a des interviews aussi de gens qui sont liés à l'émission, comme le créateur, Frédéric Lopez, qui est le créateur de l'émission, qui l'a présenté pendant longtemps.
On a aussi un retour d'expérience de quelques personnalités qui ont fait le voyage pour l'émission, comme Thomas Pesquet quand même. Thomas Oui, Pesquet, le spationaute oui, français, qui était allé chez les Kogi justement de Colombie. Les Kogi font partie justement aussi des peuples qui sont présentés dans l'expo et donc dans la revue. Donc vous voyez, donc là c'est une revue qui est spéciale, qui a un numéro double en fait, hors série on peut dire. Et donc déjà d'habitude la revue fait plus de 130 pages je crois, et là oui, elle en fait le double quoi. Donc dans oui, oui. 115 pages, donc là on est à 230 pages quoi, hein. Donc c'est énorme, sachant qu'il n'y a pas de publicité, hein. Il y a plein de choses à voir et à lire dans ce numéro-là, qui est donc un numéro qui couvre en fait automne-hiver, hein, pour nous, par rapport à notre parution, et qui est splendide, quoi, parce qu'il est illustré par les photos de Franck, mais pas seulement, il y a aussi d'autres photos, et puis il y a des interviews de gens, comme je disais, qui sont allés aussi à la rencontre de ces peuples-là. Et on comprend aussi le parcours de Franck comme photographe, parce qu'il a été assistant au départ d'une grande photographe qui s'appelle Françoise Huguier, une grande photographe d'agence, et qui explique voilà, comment elle aussi, elle a été à la découverte de certains de ces peuples. Et quelle était sa démarche à la fois artistique et documentaire, parce que la photo des peuples racines, c'est aussi entre l'approche documentaire et artistique. Est-ce qu'on fait une photo posée? Est-ce qu'on fait une photo mise en scène? Ou est-ce qu'on saisit simplement des instants de vie? Il y a toute une réflexion autour de Oui. ça. Donc ces photos, à Franck aussi, elles sont travaillées. Certaines sont volontairement en noir et blanc parce que ça exprime autre chose. Certaines sont en négatif parce que ça exprime encore autre chose. Certaines sont avec un traitement de couleur particulier parce que ça correspond à la façon dont des chamans, par exemple, voient le monde, notamment avec les Mentawai d'Indonésie. Donc, vous voyez, il y a toute une réflexion sur la force de l'image aussi. C'est assez fascinant. Moi, j'ai adoré aussi bosser sur ce numéro parce que du coup, Franck a été pour ce numéro notre rédacteur en chef invité, on va dire, parce que c'est lui qui a pensé le contenu, qui a proposé les intervenants. Et moi, en tant que rédacteur chef de la revue, j'étais en supervision de tout ça, mais c'était lui qui avait la main en fait sur le contenu, hein. Donc, j'étais assez stupéfait de voir tout ce qu'il a amené comme richesse en termes d'images et de mots, hein. Et du coup, ça fait un numéro à part, mais vraiment, Exceptionnel. vraiment passionnant, exceptionnel. Et donc, la première inauguration de l'expo, ça va être mi-janvier, là, à Paris, premier lieu sur lequel on expose, qui est une péniche qui est dédiée à des expos photos, hein. Et on fait une inauguration de cette expo hommage, donc mi-janvier, le 10 janvier, je crois, à Paris. D'accord. Alors, Voilà. on peut trouver cette revue. Alors, on peut s'abonner. Je vais mettre les liens, bien sûr. Mais si les personnes qui veulent uniquement acheter cette revue, c'est chez le libraire. Maintenant, on peut le commander. Alors, on peut la commander chez son libraire, Native, mais on peut aussi aller directement sur notre site internet, Oui, voilà. donc revue-native.com, donc native avec un S. Et on peut commander la revue à l'unité comme ça. Et sinon, en principe, effectivement, je dis en principe, mais normalement, il ne devrait Ouais. pas y avoir de problème. Et c'est le réseau, on travaille avec un diffuseur, hein, donc le réseau des libraires de France va être livré, va être voilà, fourni en revue avec ce premier numéro double pour commencer. Et à l'avenir, donc les prochains numéros seront également disponibles chez le libraire. Alors, pour terminer, Jocelyn, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est vraiment passionnant et vraiment. Moi, j'ai découvert un tas de choses, hein. Je les lis petit à petit, hein, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment passionnant. Euh, quel est quel serait votre message? Enfin, c'est pas peut-être un message. Qu'est-ce que vous pensez qu'avec cette revue, plus il y aura de gens bon, bah, qui la liront et puis plus elle sera diffusée, qu'est-ce que vous pensez apporter au monde des peuples premiers finalement? On essaie de leur être utile, c'est-à-dire qu'en portant leurs paroles, on essaye de préserver, de les aider à préserver leur mode de vie, leurs valeurs, parfois leur survie simplement physique, hein, parce que Oui, certains oui. sont menacés d'extinction, comme on le disait. Donc, on n'a pas beaucoup plus d'ambition que ça, que simplement les aider à continuer à être qui ils sont et à porter eux-mêmes leur message et donc à être dans ce dialogue avec nous, dans ce dialogue avec la modernité. Parce que certains, leurs enfants, par exemple, dans certains peuples, leurs enfants, ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir un portable et puis d'aller à l'université. Et c'est aussi possible. C'est aussi possible. Par exemple, chez les Dolpopas du Népal, eh ben, il y a une association française créée par une Française sur place qui a aidé ses enfants à conserver leur culture, mais aussi à faire des études. Et ça va jusqu'au doctorat. Il y a un gars C'est pas qui a fait incompatible. il y a un gars qui a fait un doctorat d'anthropologie quand même.
donc, en venant de ce peuple-là. Donc c'est possible de concilier cette tradition, cette revendication aussi, cette appartenance à des racines et la modernité et la vie dans le monde moderne. C'est ça qui peut sembler impossible ou paradoxal et en fait c'est possible. Donc nous on essaie de contribuer simplement à ça, porter leurs paroles et de pas non plus les idéaliser parce que ce sont des êtres humains qui ont aussi des Bah défauts. oui, Hein, ils ne sont bah pas oui, forcément parfaits, donc il ne bah s'agit oui. pas pour nous non plus de copier leur mode de vie, etc. Mais clairement, dans leur relation à l'invisible, donc on va dire la spiritualité en général, et leur relation à la nature, à leur environnement, ils ont quand même des leçons à nous donner sur la façon de gérer de manière durable les ressources de la Terre. Et là, euh, Voilà, là, on en a besoin, urgemment. on en a besoin, je veux dire, la relation aux plantes, aux animaux, aux vivants en général, et comme je l'ai dit aussi, à la spiritualité, à la vie, la mort, aux ancêtres, hein, tous sont dans une forme de culte des ancêtres, etc. Ça, c'est des choses dont on peut s'inspirer, en tout cas qui sont porteurs d'enseignements, on peut dire, pour nous aussi, qui vivons dans une modernité qui a perdu tout ça de vue. Donc voilà, le but, il est simplement là, montrer cette richesse, cette beauté aussi. Il y a beaucoup de beauté. On a fait un numéro sur la fête, la danse, hein, donc il y a beaucoup de joie aussi. C'est aussi une leçon pour notre modernité, savoir quand même trouver la joie, même quand il y a énormément de De difficultés. difficultés, oui, oui, Hein. oui. Donc chez beaucoup de ces peuples-là, on voit beaucoup de joie. Les voyageurs sont souvent stupéfaits de voir cette joie, alors il y a beaucoup de misère. Oui. Donc, c'est possible aussi. Donc, tout ça, ce sont des valeurs qu'on essaye de partager, voilà, dont on essaye de rendre compte dans la revue, modestement, sans vouloir donner de leçons à qui que ce soit. Alors, depuis 2020, hein, c'est sorti le 20 juin 2020, hein, votre premier Oui, c'est bien possible, ouais, premier 20 juin numéro. 2020. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez, pour terminer, le sentiment, Jocelyn, qu'il y a de plus en plus d'intérêt, vous l'avez dit, mais pas une mode, je ne veux pas parler de mode, mais d'intérêt vraiment profond pour les peuples premiers, pour la revue aussi, pour ce que vous transmettez. Oui, parce que quand on s'est lancé, en fait, c'était en plein Covid, c'était le début du Oui, Covid. oui, Donc, on avait prévu des événements avec des parrains, des marraines natifs qui allaient oui, venir d'Afrique, qui allaient venir d'Amérique latine, et ça n'a pas pu se faire à cause du Covid. Donc, ça a été le paradoxe, c'est qu'on s'est lancé finalement au moment où le confinement a été mis en place. Et oui, donc, cette période-là, on sait que ça a été une période aussi beaucoup de remise en question pour plein de gens, d'introspection, et aussi les gens se sont aperçus que quand on arrêtait toute l'activité humaine complètement démesurée, etc., la nature reprenait ses droits. Hein, il y a des oui, gens qui étaient stupéfaits de voir des animaux sauvages dans les grandes villes, par exemple, pendant que les humains n'y étaient pas. Donc, il y a eu toute une réflexion, bien sûr, de la part de nos contemporains sur notre relation au vivant, sur notre relation à la nature. Et donc, l'intérêt pour les peuples racines, il participe de ça. oui, Et puis, il y a aussi une mode un peu New Age, on peut dire, l'intérêt pour le chamanisme, pour le féminin sacré, les sorcières, etc. Ça y contribue. Donc, sans être méprisant, on parle aussi de ça. Ça fait partie aussi du sujet. Hein. Donc, il y a des gens qui sont un peu dans une approche superficielle de ces questions-là, mais c'est pas grave. C'est aussi quelque chose qui est intéressant à creuser. Nous, on les oui, encourage oui, justement à le creuser davantage. Donc oui, je pense qu'il y a de plus d'intérêt. Et puis, avec la revue, modestement, on a contribué aussi à ce que les gens découvrent des choses, apprennent des choses et se rendent compte que c'est extrêmement riche, en fait. Et en oui. plus, notre site Internet propose quand même du contenu gratuit aussi, il faut le dire. Hein. Chaque semaine, on a un article d'actualité qui est en accès libre. Hein. Et nos revues, donc on a fait 15 numéros plus ce numéro double là. Eh bien, on peut les feuilleter sur notre site internet aussi pour les découvrir en texte et images. On a mis une sélection à chaque fois de pages pour chaque numéro qu'on peut feuilleter avant d'acheter ou Avant commander quoi d'acheter, que ce oui. soit. Et le site internet aussi, voilà, il propose du contenu aussi de plus en plus maintenant audio et vidéo. Donc sur des conférences ou des rassemblements, des réunions comme ça qu'il peut y avoir. On a vocation à devenir une espèce de plateforme pour parler de tous ces sujets-là, on essaie de donner la parole aux ONG, Oui. aux associations qui travaillent avec eux, qui les défendent. On essaye de rassembler un peu toutes ces bonnes initiatives autour de ce sujet peuple racine. Et voilà, encore une fois, pour porter leur parole de la manière la plus forte possible. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, Jocelyn.
Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, quelque chose que vous souhaiteriez ajouter? Écoutez, non, je vous remercie beaucoup, Sylviane, en tout cas, de me permettre de parler de la revue, parce que c'est vrai que ça nous tient à cœur. On est une petite équipe très modeste. On a besoin de soutien financier, clairement, c'est sûr. Donc, les gens, en s'abonnant, ils nous aident, c'est évident. Si certains ont les moyens de faire des dons, c'est encore mieux, hein. C'est sûr que la presse papier, aujourd'hui, elle vit Coûte beaucoup cher. grâce à ce genre d'initiative, Oui. avec du mécénat. Il y a encore possibilité de faire des dons défiscalisés, là, pour l'année en cours. Donc voilà, n'hésitez pas. S'il y a des gens Oui. qui se sentent l'esprit mécène aussi, Bah euh, oui, oui, on oui. essaye aussi de, ça je ne l'ai pas dit, mais on essaye aussi, bien sûr, de financer des actions sur place, la création, la construction d'une école consacrée aux plantes médicinales ou autre chose, un centre de soins ailleurs. On aide les associations qui le font et on aide ceux qui ont ce genre de projet sur place directement en reversant une partie aussi des fonds qui nous sont versés. Donc voilà, il y a des actions, et notamment dans le dernier numéro, pour chaque peuple dont on parle, il y a une action qui est proposée au lecteur, à laquelle le lecteur peut participer. Donc c'est très concret aussi. Bon. Donc on peut aussi nous faire quelque chose pour eux. Absolument, ouais. Via Native, tout à Via fait. native. Alors je la remets, hein. Voilà. On voit bien là ou enfin on Non, verra ça, après. honnêtement, ça C'est reste toujours le flou. soleil, hein. Vous n'avez pas de soleil en France, mais alors moi je peux vous assurer que c'est en plein. Je vous remercie infiniment, hein, Merci à vraiment. vous, merci beaucoup. Jocelyn, c'est toujours un plaisir énorme eh ben, de parler avec vous. Alors, je mettrai évidemment les liens d'une petite partie des interviews qu'on a déjà faites ensemble, hein, parce que il y en a eu déjà beaucoup depuis 14 ans. Et je vous remercie infiniment. Et puis, je souhaite vraiment une longue vie, hein, à Native. Alors, je mets un autre numéro devant moi. Hein, voilà, une autre. Je suis abonné. Enfin, je vais m'abonner juste après. C'est tellement riche et puis il y a eu tellement de choses. Mais enfin, mais là, je vous promets, dès que je raccroche, je m'abonne. Je vous dis à très bientôt, Jocelyn. Merci, avec plaisir, avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.